Bien, alors bonjour à tous et à toutes. Vic-Monzalet, c'est une communauté commune située au nord de Tarbes, donc dans la plaine. On n'est pas dans les Hautes-Pyrénées au sens de la haute montagne. On est à 300 mètres d'altitude en moyenne. Et c'est une communauté commune de 12 000 habitants au milieu d'un désert de réseaux de chaleur. On est le premier. Enfin, en dehors d'une autre, il faut faire c'est Castres, Mazamet, pour aller voir un premier réseau de chaleur, quoi. Enfin, donc, au moment où on l'a fait, en tous les cas. Et le ciné du Lot. Mais, et c'est avec M. Brisset, c'est ça, Brissot, que je suis allé voir ce que c'était que réseau de chaleur et que j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des chaudières bois qui pouvaient chauffer collectivement des habitations et des services. Donc moi, je vais jouer un petit peu le béotien, le néophyte, qui découvrait ça sur Vic en Bigorre. Donc, on a créé un réseau de chaleur sur Vic en Bigorre. Vous voyez, là, on a relié une zone industrielle où se trouve d'ailleurs le réseau de la chaudière bois. En rouge, c'est le réseau qui a été développé. Il fait 4,6 km et en bleu sont les extensions possibles du réseau. Donc, dès le départ, on a, envisagé l'hypothèse que le réseau puisse se développer en fonction de son rythme de vie, de la demande des clients. Et une spécificité, il arrive ici, il ne vient pas chauffer les tables de la stabulation de lycéricole. En fait, il est relié à une unité de méthanisation qui appartient au lycéricole, ce qui fait qu'on récupère la chaleur fatale de l'unité de méthanisation jusqu'à la sous-station qui se trouve là. Elle représente normalement 11% des besoins de chaleur. 83% est assuré par le bois et 6% par le gaz, puisqu'il y a beaucoup de représentants de réseau. Vous savez, quand il fait très froid, on a besoin de faire appel à du gaz. Et quand également la saison est vraiment en fin de chauffe, la chaudière bois ne fonctionne pas en dessous de 25% de sa puissance. Voilà. Donc un réseau de chaleur qui fait, qui fait une chaudière bois qui fait presque 3 MW. Donc j'ai vu que je faisais partie des gros. Je suis très content. Le lycéricole, 130 kW. Donc bon, les ENR qui représentent 94% d'énergie renouvelable. Je vous ai dit 4,6 km de réseau et 41 clients ou sous-stations. Essentiellement, et ça on a la chance, deux lycées, un lycéricole, un lycée d'enseignement général, un lycée professionnel, qui sont liés, deux collèges, un hôpital gériatrique, deux maisons de retraite, une piscine, deux gymnases. Enfin, voilà, on a essayé de maximiser. Et comment on a fait pour faire tout ça? Ça va être la suite de l'histoire. Donc, l'intérêt économique du projet, parce que moi on m'a dit il faut que vous interveniez en disant quels sont les intérêts économiques qui peuvent motiver une collectivité à venir sur un projet de chaleur bois. Eh bien, le premier, c'est moins cher. Alors, quand je dis ça maintenant, c'est un peu... Mais moi je leur disais, c'est moins cher le bois, parce que l'ADEME nous subventionne jusqu'à atteindre un tarif inférieur à 5% à la chaleur de référence, qui était le gaz chez nous. Le gaz chez nous était aux alentours de 91 euros le mégawattheure. Nous, on a obtenu 2 555 000 euros, donc on est à peine un peu en dessous de 87,3 euros le mégawattheure, ce qui est déjà assez cher, parce que certains réseaux sont encore en dessous. Mais voilà, tout l'intérêt, c'était de dire à mes clients, venez avec le bois. Alors, la peur, ça fait partie des éléments qu'il a fallu vraiment travailler parce que les gens ne connaissaient pas. Je vous dis que nous-mêmes, on n'avait jamais vu. Donc j'ai organisé des visites dans la Loire, des visites à Mazamet, des visites dans le Lot, voilà, avec les élus pour qu'ils découvrent ce système-là. Mais le premier intérêt, c'est un intérêt économique. Alors comment je fais par rapport aux clients? Alors je ne sais pas par rapport à votre tableau à vous, si le mien il est bon ou pas bon. Mais j'explique la chose suivante.
quand vous êtes avec la chaleur gaz, alors parfois je suis un peu commercial, hein, je l'avoue. Quand vous êtes avec la chaleur gaz, 90% c'est le coût de la molécule. Attention, chers amis, quand le gaz augmente à l'OPEP, quand ils s'entendent entre eux et qu'ils vous foutent 10% d'inflation, vous chopez 10% quasiment tout de suite, 9% tout de suite. Le reste, c'est payer les actionnaires, payer les salariés, etc. Alors que sur le gaz, alors que sur le bois, et ça c'est une réalité, dans notre contrat, 45% ou 43% exactement, je n'ai pas le chiffre, 42%, c'est le bois. Et le prix du bois est indexé pendant 24 ans sur le prix de l'INSEE de l'inflation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre barème pour pouvoir fixer l'évolution du prix du bois. Donc nous, c'est fixé par rapport au prix de l'inflation. 35%, c'est le coût de la main-d'œuvre, c'est l'évolution des salaires. Bon, grosso modo, c'est l'inflation, même un peu moins si vous voulez bien. Donc ça bouge à peu près comme l'inflation. Et 23%, c'est l'amortissement. Ça ne bouge pas. Puisque l'amortissement, il est fixé pendant 24 ans au moment où on réalise le projet. Donc, votre risque, monsieur le directeur de l'hôpital, c'est que votre coût de la chaleur augmente de 77% du prix de l'inflation. Globalement, vous devriez être gagnant. Alors, on a fait un petit schéma. Mais ça, il faut être pédago, il faut être... on a fait un petit schéma. On leur a dit, voilà, aujourd'hui, on est 5% en dessous. Mais si on prend l'hypothèse, et alors c'était en 2012 ou 2013, si on prend l'hypothèse que le gaz augmente 7% par an, or voyez, depuis 10 ans, il augmentait de 9% par an en moyenne, et on disait, et en plus, le gouvernement va rajouter des taxes sur la consommation de gaz, le CSPE étendu, etc. 5% au départ, ça vous fait une sacrée différence dans 10 ans, ça vous fait 30%, 35% d'écart dans 10 ans. Donc quel est le risque que vous prenez? Même si jamais le gaz augmente un peu moins, il ne peut pas baisser. Bon, on s'est trompé. Mais c'est pour ça que je dis que c'était un peu... Voilà. Par contre, ça c'est un argument réel. Et ça, honnêtement, il baisse actuellement, mais structurellement, il n'a pas pour vocation à continuer à baisser, il ne peut qu'augmenter puisque c'est une ressource finie. Oui. Voilà. Voilà. Et là-dessus, maintenant, il faut jouer là-dessus. Mais ce point-là est important. Et alors... Oui. Ah, alors, c'est pas nous. Alors, nous, on est passé... Je vais y venir ensuite. C'est Dalkia. Et on a obligé Dalkia, qui est dans la délégation de service public, à s'approvisionner à moins de 50... Il fallait que 80% du bois vienne de moins de 50 km de rayon. C'est une obligation contractuelle, sinon il a des pénalités. Et c'est clair qu'on mettra les pénalités à l'entreprise. Alors, il y a 2 plateformes locales dans le département. Et il se trouve qu'en plus, on a un scieur qui fait également de l'élagage, qui brûlait 7000 tonnes de bois dans un creux de la montagne par an, illégalement. Et la préfecture le savait, et nous on a besoin de 3000 tonnes par an. Donc, eh bien, grosso modo, il n'est pas gentil. Hein. C'est pas un bon. Alors voilà, là j'ai pris l'exemple du lycée agricole Jean Monnet, je ne sais plus ce que ça veut dire, bon bref, établissement public d'enseignement agricole. Voilà, avec la TVA à 5,5, il devrait payer en 2012, hein, sur sa consommation 2012, il a payé 98 126 €. Et ça, c'est facture à l'appui, avec le recueil de toutes les factures du client. Et je vais vous dire ensuite comment il faut réussir un projet chaleur. Et on lui disait, ben voilà, vous avez payé 98 000, vous payez en moyenne 98 000 sur la même consommation, avec les subventions obtenues, donc, hein, vous allez payer 82 000.
forcément, si je ne suis pas trop couillon, je signe. Hein. Il y a eu des petites difficultés, mais notamment parce que j'ai des problèmes de TVA, bref. Mais il a une moindre consommation énergétique. Donc le premier intérêt, c'est l'intérêt économique. Et puis, donc, je vous le disais, l'approvisionnement en bois, c'est 83% de la chaleur, 11% c'est la récupération de chaleur de l'unité de méthanisation, 6% c'est le gaz, et une obligation d'être à 80% à moins de 50 km de rayon. C'est une convention contractuelle. Le réseau, très rapidement, parce que vous êtes vraiment des professionnels, donc 20 mg de poussière, une diminution de 1800 tonnes de CO2 par an. Moi, je leur dis, c'est pratiquement 2000 véhicules qui roulent chaque année. C'est 1600 et quelques, j'arrondis à 2000. Oui, mais il faut être un peu... Attendez, vous ne croyez pas que les vendeurs de chez Gaz de France, ils vous disent toute la vérité, non ? Donc, il ne faut pas être plus vertueux qu'il en est nécessaire Alors, par contre, je leur dis, et ça c'est très clair, et là je ne mens pas, en moyenne, ça crée 6 à 7 emplois par an. Parce qu'il faut bien couper le bois, il faut bien le déchiqueter, il faut bien l'amener et gérer l'installation. C'est 6 à 7 emplois par an. Et ça, messieurs, comment on fait 6 à 7 emplois ? Eh bien, c'est très simple. Les 670 000 € que coûtait jusqu'à présent le chauffage gaz des lycées, des collèges, des hôpitaux, etc., c'est 670 000 € qui partaient dans les poches de nos amis démocrates russes, démocrates libyens ou démocrates algériens pour acheter du gaz. Et bien je leur dis, moi, ces 670 000 €, on les rapatrie et c'est 670 000 € qui créent cet emploi. Hein? Et donc, globalement, en tout cas, ce n'est pas étacable, ça. Oui, mais Dalkia, oui, mais je sais bien qu'est-ce que fait Dalkia au milieu, hein, parce qu'on contrôle les comptes d'Alkia. Hein. La part de la chaleur par rapport à la part de la prestation, bon, voilà, c'est... Pour l'instant, je ne peux pas dire, je suis très content que je sois passé par une DSP, parce que d'abord, avec ce niveau de chaudière, il n'y a aucune chaudière de plus de 1 MW qui soit en régie en France, en tout cas à l'époque où on nous le disait. Hein. Sauf dans le Lot. Ouais, sauf que le Lot, oui, mais le Lot est équipé. Le Lot, il y a un SIDET. Attends, c'est pas une collectivité quelconque. Nous, la commune fait 5000 habitants. Hein, donc, voilà. Et à l'époque, 670 000 €, ça représentait 120% des impôts ménages que nous faisions à la communauté commune. Attendez, on annulait carrément la fiscalité. Alors, c'était avant la réforme de l'ATP. Hein. Bon, mais enfin, globalement, ça reste un petit peu la même chose. Voilà. Et puis, sur l'aspect environnemental, eh bien, on nous avait dit, oui, attention, le bois, c'est le cancer, c'est l'asthme, vous allez mettre des poussières partout. 675 logements, et on crée de la poussière équivalente à 5 cheminées, pour chauffer l'équivalent de 675 logements. Oui, véritablement, le danger. En termes sonores, ça va très bien. Enfin, c'est vraiment... Il y a eu un petit truc au départ, et puis ça a été réglé en moins de 8 jours. Mais, alors, ce n'était pas chez nous, c'était à Mazamet. Mais à Mazamet, on observait, et ça c'est l'APAV qui avait fait le contrôle, qu'il y avait 0,3 décibels d'écart entre avant la chaufferie et quand la chaufferie fonctionne. Et en termes de trafic, eh bien, je vous ai dit qu'on s'était installé sur une zone industrielle. Ce n'était pas la meilleure des solutions, mais là, par contre, j'ai eu quelques problèmes politiques. Et donc, c'est 115 camions par an. Donc, c'est rien. Non, par jour, par an. Voilà. Le réseau, je vous donne tous les chiffres.
Et je veux remercier l'ADEME. Je ne sais pas si je vais faire de la brosse à reluire là, mais l'ADEME, bravo, parce que c'est l'ADEME qui a été un gros financeur. Investissement 4,5 millions, subvention 2 550 000 euros. Ce que j'oublie de dire, c'est qu'on y a fait participer tous les particuliers. Tous les particuliers il y en a même 26 particuliers. Tous les particuliers qui avaient le tuyau qui passait devant leur maison avaient le droit de se raccorder et la collectivité a subventionné le raccordement. C'est-à-dire que là, on a limité le raccordement, grosso modo, à 1 000 euros par foyer. Et ils ont un contrat. Et alors, c'est là où je reçois mes plus grandes... où je reçois mes plus grandes louanges. C'est un vieux monsieur qui a 84 ans, enfin 84 ans, il n'est pas si vieux que ça, mais qui me dit, mon pauvre Jean-Louis, mais moi, ici c'est le paradis. Je ne sais pas si demain il y sera, mais ici, c'est ici le paradis. Pas d'odeur, pas de bruit, pas de poussière. Et j'ai 25 degrés à la maison toute l'année. Bon, eh bien, voilà. Ce monsieur-là, qui n'a pas envie d'avoir froid, qui a les moyens de se payer le petit écart d'argent pour chauffer à 25 degrés, il a mis sa température à 24 ou 25 degrés, et c'est quelqu'un de très heureux. Voilà, l'ADEME a donné 1,4 million, la région 670 000 euros, et le département 150 000 euros parce qu'il ne fallait pas qu'il soit absent. Les conditions de réussite d'un tel projet. 26 foyers particuliers, 75 logements sociaux. C'est-à-dire qu'on a fait la même démarche avec l'OPH et Promologie. Hein. Donc, alors, les uns, 75, c'est à terme, hein, parce qu'il y en a qui venaient juste de changer les chaudières. Donc, les sorties sont prises et dès que... Mais bon, là, ça va être un peu plus compliqué pour l'avoir très rapidement, vu le prix du gaz. La moyenne, c'est que... C'est que vous l'avez? Non. Oui, en moyenne, c'est 6,4%. Non, 6,4%. Oui, 6 euros par mégawattheure. Par mégawattheure. Hein, c'était, à l'époque, c'était ce qui avait été estimé à l'époque. Ce sont les chiffres d'époque. Hein. Maintenant, malheureusement, vu le prix du gaz, je ne suis pas certain qu'on puisse donner la même chose. Mais les conditions de réussite, c'est qu'il faut une forte implication des élus, et j'allais même dire du président, pour, en tout cas chez nous, où nous n'avions aucune culture des réseaux de chaleur, aucune. On ne savait pas ce que c'était. Pour que ça puisse réussir, non seulement des élus, mais également le fait de pouvoir s'appuyer sur tous les partenaires dès l'étude, la préétude. C'est-à-dire que dès la préétude, on a vraiment associé tous les partenaires qui étaient susceptibles de pouvoir être raccordés au réseau de chaleur. Ils sont venus, ils ne sont pas venus, ils ont eu les rapports, et à la première fois, ils ne sont pas tous venus, à la seconde réunion, ils étaient là. Hein, parce que l'inflation du gaz à ce moment-là était vraiment quelque chose dont on prenait de plus en plus conscience. On était en 2012, même les études ont commencé en 2009, donc c'est après les lois Grenelle. Enfin, voilà, il y avait quand même cet état d'esprit national qui faisait que le problème de l'énergie devenait un véritable souci pour les cités, pour les établissements publics. Et pour l'hôpital, ça pouvait constituer une opportunité. Bon, et puis dans un petit village, vous savez, on connaît tout le monde. Hein. Donc, il a fallu que je les pousse un peu, mais ils sont vite venus. On associe également au départ tous les financeurs potentiels, et ça, grand bien nous en prie. Mais ce qui est important, c'est, je le disais au départ aussi, c'est qu'il y ait une forte implication des élus, que le président là, et si possible, travailler
pas uniquement sur un réseau de chaleur en disant j'ai la solution pour qu'on soit un territoire vertueux, mais c'est d'englober ceci dans une démarche, enfin pour ma part c'est ainsi que je le ressens, dans une démarche globale. Hein, nous on a essayé de le faire à travers l'éco-construction, à travers le financement et le soutien au programme OPH d'économie d'énergie, mais très fortement. C'est 600 000 € qui sont distribués quand même chaque année sur le territoire en subvention. C'est également la réussite, elle passe par un appui sur les réalisations précédentes. Et là, merci le CIDED, merci Amorce, parce que le prix de l'énergie de référence, c'est combien? Alors là, je peux vous dire, et ça, c'était la question que me posait le directeur de l'hôpital. Comment je lui prouvais que le prix de l'énergie n'était pas uniquement le tarif qui avait marqué en haut à gauche de sa feuille de Gaz de France. C'était ça quand même la difficulté. Il fallait rajouter le CSPE, il faut rajouter toutes les taxes, la TVA, etc. Et donc, faire un petit tableau d'analyse en comparant le tarif d'été, le tarif d'hiver. Voilà, il y a des éléments sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer. Et là, c'est Amorce qui nous a aidés. Et puis associer, donc je l'ai dit, la population et les logements sociaux là-dessus pour que la communication ne s'adresse pas uniquement à des institutionnels, mais que la population soit partie prenante un petit peu de ce projet-là. Enfin, l'objectif, c'est on a créé une commission locale de suivi de la DSP. Alors normalement, ça existe et c'est obligatoire dans les collectivités locales de plus de 20 000 habitants. Nous, on l'a fait. Et chaque année, on se réunit pour suivre les difficultés rencontrées par les uns et par les autres. Hein. Donc, actuellement, on est à la période encore où il y a quelques difficultés techniques qui ne sont pas liées à nous en plus, mais voilà. Mais on le fait quand même. Et ça, c'est également important pour qu'ils sentent bien qu'on ne les pousse pas à signer un jour d'une année de l'an 2012 de notre ère et qui ensuite on n'aurait plus aucun contact pendant 24 ans avec eux, alors que c'est un prestataire de service comme Dalkia que nous avons délégué la gestion du réseau. Donc voilà, si jamais je peux résumer, il faut... Et puis, pour moi, président de communauté commune, l'idée aussi, ça a été de dire, ce qu'on a été capable de faire sur la Bourg-Centre, il va falloir qu'on soit capable de le faire également sous des formes différentes dans les communes rurales. Et donc, il y a des communes rurales, et c'est très amusant de voir l'effet de boule de neige que ça a entraîné, qui ont construit non pas des réseaux, mais une petite chaudière à granulés qui a, ça a relié 2 bâtiments. Eh bien, c'est pas grand-chose. Voilà. Mais attendant, la communauté commune a donné 25% de subventions en plus des subventions obtenues par l'État, etc., qui a amené le taux de subvention à 80% pour leur petite chaudière. Donc c'est quand même significatif, in fine. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais dire sur la partie économique et la partie environnementale. Mais dans tous les cas, on est condamné à réussir. Donc il faut nous en donner les moyens et les propos. Je vous remercie.